Bonjour tout le monde. On a notre webinaire dans le module pour l'évolution. Donc, je vais vous présenter Dr. Julie Morin-Ferron, professeure agrégée et chaire de recherche en écologie cognitive pour le département de la biologie à l'Université d'Ottawa. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer maintenant. Voilà. OK, donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'évolution. Et moi, j'étudie l'évolution du comportement animal, plus en particulier l'évolution du comportement des oiseaux. Donc, vous allez voir un exemple avec les mésanges un peu plus tard. Mais pour commencer, au départ, je vais revenir sur certains thèmes que vous avez vus dans votre cours, ou pour faire un petit rappel, puis pour se rappeler, dans le fond, du vocabulaire important. Donc, quand on parle d'évolution, il y a plusieurs concepts clés, entre autres le concept de variation. Donc, on sait qu'il faut que, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des différences individuelles. Il faut que ces différences individuelles-là soient héritables, c'est-à-dire qu'elles soient passées d'une génération à l'autre. Et aussi, il va y avoir changement dans une population. Donc, seulement quand ces traits-là, par exemple, une longueur de bec ou une forme une forme d'aile, etc. Donc, quand ces traits-là vont aider les individus à survivre et à se reproduire, là, à ce moment-là, on peut voir un changement dans la fréquence des différents types de morphologie ou de comportement dans la population. Et si les changements génétiques s'accumulent au point où là, il y a des individus qui ne peuvent plus se reproduire entre eux, on peut même observer à ce moment-là la spéciation. Donc, évidemment, tout ça se fait sur des temps évolutifs très, très longs. Ce sont des petits changements qui s'accumulent au fil des générations et les changements plus importants qu'on peut voir, par exemple, l'apparition des ailes, comme chez les chauves-souris ou chez les oiseaux, tout ça, ça se fait sur un plan évolutif très, très long. On va recommencer à voir un petit peu un exemple que je crois que vous avez vu en classe, dont je voulais vous parler. Puis je vais vous indiquer pourquoi il est particulièrement intéressant pour moi cet exemple-là. Donc, vous avez vu l'exemple des papillons en Angleterre où il y avait une variation dans les papillons. Donc, à ce moment-là, on a des papillons qui étaient plus pâles, d'autres papillons qui sont plus foncés dans la population. Et cette variation-là est héritable, c'est-à-dire qu'un papillon pâle qui pond ses œufs, une fois que les chenilles vont être devenus papillons, ben ces jeunes papillons-là vont aussi être plus pâles. Et même chose pour les foncés. Donc, on a une variation héritable comme ça dans la population. Et on a des individus à ce moment-là qui vont réussir à se camoufler mieux sur différents types d'arbres. Donc, dans un boisé, quand vous promenez dans le bois, vous voyez des arbres plus foncés, des arbres plus pâles. Et à ce moment-là, l'adaptation ici chez ces papillons-là, c'est si tu es un papillon pâle, ben tu vas te camoufler mieux sur un arbre pâle. Puis si tu es un papillon foncé, tu vas te camoufler mieux sur un arbre foncé. Et c'est pour ça que j'aime cet exemple-là, parce qu'on pense toujours à la couleur des papillons, blanc ou noir, mais il y a aussi le comportement qui est très important dans cette adaptation-là. Donc, c'est-à-dire que l'adaptation ici, c'est si tu es pâle, tu te camoufles sur un arbre pâle, ça te permet à ce moment-là de moins te faire repérer par les prédateurs. Et si tu es un papillon foncé, les papillons foncés vont avoir une préférence pour les arbres foncés pour se percher dessus. Ça va réduire leur risque d'être mangé par les prédateurs. Donc, les oiseaux, c'est des animaux qui ont des excellents yeux. Donc, les oiseaux qui vont chercher des papillons comme ça pour manger, ben ils vont plus particulièrement détecter les papillons qui ne sont pas camouflés sur la bonne couleur d'arbre. Et comme ça, on a une adaptation qui est de se camoufler sur des arbres la même couleur que notre corps quand on est un papillon et on veut éviter la prédation. Donc, il y a certains traits, ici on parle d'un trait donc morphologique, la couleur du papillon, mais aussi comportemental, où je vais me percher, ma préférence pour me percher. Mais on a certains traits qui vont favoriser la survie et la reproduction, et ces traits-là vont augmenter en fréquence dans la population. Et là, dans cet exemple-là, si on pense par exemple à l'exemple de la pollution sur les arbres en Angleterre, ben il y avait plus beaucoup d'arbres pâles. Donc, si on réduit la fréquence d'arbres pâles, ben les papillons pâles, eux, ils ont de moins en moins d'endroits pour se camoufler et ils vont à ce moment-là se faire manger plus souvent par les prédateurs par rapport aux papillons foncés. Et donc, sur quelques générations, comme ça, sur quelques décennies, on a observé effectivement qu'il y avait de moins en moins de papillons pâles dans cette population-là et de plus en plus de papillons foncés. Donc, on a eu un changement
dans la fréquence des différents morphes de papillons dans la population qui était due à une augmentation de la survie des papillons foncés par rapport aux papillons blancs. Donc, ça, c'est un exemple où on a vu un changement assez rapide qui était dû à un bouleversement dans l'environnement qui a été amené par les êtres humains. Et c'est une autre raison pourquoi cet exemple-là est particulièrement intéressant pour moi, parce que c'est en lien avec la recherche que je fais avec mes étudiants. Donc, moi, je m'intéresse à la variation et l'adaptation du comportement, entre autres chez les oiseaux, mais les principes sont assez généraux. Et je m'intéresse entre autres au milieu urbain. Donc, on vient de parler de l'effet de la pollution sur la fréquence des différents arbres puis des différents papillons dans l'environnement via la prédation. Ça, c'est un exemple. Mais les milieux urbains, ils vont avoir plein d'impacts différents sur l'environnement et donc sur quels traits ou quelles caractéristiques des animaux constituent une bonne adaptation pour survivre et se reproduire. Et donc, on sait, entre autres en ville, qu'il y a beaucoup de changements dans le risque de prédation. Il y a des nouveaux prédateurs, par exemple les chats. Ça fait pas tellement de générations que les proies ont évolué avec les chats. Donc, ce sont des nouveaux prédateurs et, entre autres, les chats domestiques font beaucoup de ravages sur les populations de petits oiseaux. Donc, si vous avez des chats à la maison, là, si vous pouvez les équiper d'un petit grelot ou regarder en ligne pour les trucs pour essayer de diminuer leur empreinte sur les populations d'oiseaux sauvages, c'est quelque chose, un petit truc ici qu'on peut faire là, pour essayer d'éviter de décimer les populations d'oiseaux sauvages à cause de nos amis les chats. Il y a aussi des changements dans l'habitat. Ici, vous voyez un exemple avec un raton laveur qui avait entré dans le métro à Toronto. Donc, des fois, les animaux se retrouvent dans des situations pour lesquelles leurs adaptations qui leur ont été léguées par leurs ancêtres au fil des générations, ça les a pas bien préparés pour ces environnements-là. Donc, même si un animal est né en milieu urbain, on peut dire que cet environnement-là est nouveau. Il n'est pas nouveau pour lui parce qu'il est né dans cet environnement-là, mais il est nouveau évolutivement. C'est-à-dire que ces adaptations qui sont apparues, dans le fond, au fil du temps évolutif sur une très longue période, ne sont pas toujours efficaces. Donc, moi, je m'intéresse à savoir, est-ce qu'il y a adaptation à de nouvel habitat-là? Est-ce que le comportement des animaux peut changer au fil des générations pour essayer d'exploiter le plus possible ce nouvel environnement-là et de mieux survivre, de mieux se reproduire? Et la question de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est est-ce que les mésanges urbaines explorent plus, par exemple, pour survivre mieux en exploitant de nouvelles sources de nourriture? Et donc, vous connaissez cette espèce-là, la mésange à tête noire. On a juste une espèce de mésange ici dans la région. Donc, si vous les avez déjà vus, vous connaissez l'espèce ici. Ils sont très peu farouches. Ils peuvent venir manger dans nos mains. Parfois, ils viennent à nos mangeoires, etc. Donc, c'est une bonne espèce pour étudier l'adaptation au milieu urbain parce que on les voit dans les milieux urbains, mais elles existent encore aussi dans les milieux plus forestiers, plus naturels. Donc, on peut à ce moment-là essayer de comparer les individus qui vivent dans les différents habitats pour voir est-ce que leur comportement est différent. Donc, le projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est un projet qui a été fait par mon étudiante de maîtrise, Megan Thompson, qui a maintenant réussi de compléter sa thèse et de publier ses articles comme ça. Donc, Megan, pour son étude, elle a capturé des mésanges dans les deux types d'habitats, c'est-à-dire l'habitat urbain. Vous avez ici, donc, les différents sites de capture à Ottawa, c'était dans des parcs urbains, et les sites de capture dans des milieux plus ruraux, c'est-à-dire en campagne. Et vous voyez ici un exemple de la carte qu'on voit quand on classifie le type d'habitat par les images satellites. Donc, ici, là, en jaune et en gris, ce que vous voyez, donc, c'est surtout des maisons, des routes, etc. C'est un exemple très urbain ici où il y a très peu de verdure, en quelques arbres seulement. Et là, on voit la différence de l'habitat que les mésanges utilisent quand ils vivent en milieu rural, en milieu campagnard, où il y a vraiment plus de verdure. Donc, déjà là, on voit qu'il y a un gros contraste dans l'habitat où les mésanges vivent. Et on peut savoir qu'au point de vue évolutif, disons sur les derniers milliers d'années, les dernières centaines d'années, l'habitat rural est beaucoup plus naturel pour les mésanges. Donc, les mésanges qui vivent dans les milieux urbains comme ça sont dans un milieu qui est évolutivement nouveau. Ça fait peut-être une 50 ou 80 ans à peu près que les mésanges habitent en ville à Ottawa. Donc, au point de vue évolutif, c'est très peu de temps.
qu'on fait, c'est qu'on va tester les oiseaux qui proviennent des deux habitats dans une pièce comme ça, où tout est nouveau pour elles. Donc, on va compter le nombre de branches sur les arbres artificiels ici, où les mésanges vont aller. Ils peuvent se percher ici sur le grillage, ils peuvent aller au sol, etc. Et donc, on va quantifier à partir d'une suite de comportements prédéterminés la diversité puis la vitesse d'exploration des individus. Une fois qu'on a fait ça, on les relâche à leur point de capture et vous voyez ici qu'ils ne sont pas très farouches. Donc, une fois qu'on les a relâchés aussi, on peut s'assurer qu'ils mangent bien, qu'ils sont dans leur environnement, puis on peut suivre aussi ces individus-là en nature. Donc, après ça, on a fait une analyse statistique de nos données. Ce que vous avez ici sur le graphique, c'est le score d'exploration. Donc, je vous ai dit qu'on comptait le nombre de branches, le nombre d'arbres visités. On a quantifié tout ça et mis tout ça dans un score où les individus qui ont une valeur plus élevée d'exploration ont contacté plus d'objets, se sont déplacés plus lors du test d'exploration. Et ici, vous avez un score d'urbanisation. Ça, c'est par rapport à la carte que je vous ai montrée qu'on fait à partir des images satellites. Et donc, un score d'exploration négatif, ce sont ici les mésanges qui vivent en campagne, en milieu rural, et ici, les mésanges urbaines. Et comme vous voyez, plus les oiseaux viennent d'un milieu urbanisé, plus leur score était élevé. La relation statistique n'est pas très forte, c'est-à-dire que la pente de la ligne ici n'est pas très prononcée, mais c'est quand même une relation positive significative. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, comme prédit, les mésanges urbaines sont plus exploratrices que les mésanges rurales. Donc, ça, c'était la première étape de notre test. On veut voir, est-ce qu'il existe des différences de comportement entre les mésanges qui sont nés dans les deux habitats différents. Et donc, pour pouvoir essayer de continuer, vraiment déterminer est-ce que ça, c'est une adaptation? Donc, est-ce que c'est une variation héritable qui va pouvoir se transmettre des parents mésanges à leurs enfants et qui va venir à changer, dans le fond, la composition génétique puis le comportement des mésanges en ville? Bien, pour pouvoir répondre complètement à cette question-là, ce qu'il va falloir qu'on fasse dans le futur, c'est à ce moment-là de déterminer effectivement est-ce que les différences d'exploration sont héritables. On ne le sait pas pour les mésanges à tête noire, mais il y a eu des études qui ont été faites sur une espèce qui est très proche de la mésange à tête noire en Europe, qui s'appelle les Parus majors. Donc, c'est une espèce qui est très proche. Et on sait que chez cette espèce-là, les différences d'exploration sont héritables. Donc, c'est possible que dans notre espèce aussi, quand on a un parent qui est un explorateur rapide, à ce moment-là, il y a plus de chances que leurs enfants soient aussi des explorateurs rapides. Et donc, ça, c'est une des premières étapes là, pour que potentiellement il y ait adaptation du comportement d'exploration en ville. Donc, on pourrait quantifier pour nous, si on avait des parents puis des enfants dans le même test, on pourrait quantifier l'héritabilité du comportement. Aussi, la deuxième étape pour pouvoir savoir vraiment est-ce que c'est une adaptation qui aide à ce moment-là les mésanges en ville, bien, on pourrait regarder est-ce que le comportement d'exploration, par exemple, permet aux mésanges de trouver plus de mangeoires dans leur environnement et est-ce que ce comportement-là, ça augmente leur survie en ville. Et donc, encore là, il y a eu des études qui ont été faites chez Parus major, qui est une espèce européenne qui a été plus étudiée que notre mésange ici, qui ont montré que la vitesse d'exploration testée dans un test en captivité comme on a fait, nous, quand on relâche les oiseaux sur le terrain après puis on cache les mangeoires dans l'environnement, ils sont les explorateurs qui étaient plus rapides en captivité sont ceux qui trouvent le plus de mangeoires en ville. Ce qu'on ne sait pas vraiment, qui est encore complètement à découvrir, c'est est-ce que ce comportement d'exploration-là aide les mésanges à survivre, par exemple l'hiver, quand il n'y a pas beaucoup de nourriture, si tout d'un coup il y a une nouvelle mangeoire qui apparaît, bien ça, est-ce que ça va permettre à ces mésanges-là de mieux survivre et de mieux se reproduire au printemps prochain? Bien là, il faudrait faire les études en lien avec ça pour pouvoir le découvrir. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont aidé à faire ces travaux-là. Donc, entre autres, Megan, que je vous ai mentionné, mon postdoc Juliane. Il y a Sheena Parson, qui était une étudiante au baccalauréat en 4e année, qui a aussi participé à ce projet-là. Et Célia, qui nous a aidés avec les études de terrain ainsi que le financement. Donc, ça va me faire plaisir maintenant de répondre à vos questions. Donc, je vais passer à Amanda et je vais arrêter ici la présentation. Voilà. Oh, j'ai un petit problème avec le son ici.
J'ai pas ton son, Amanda. Ça me dit que ton micro est... J'avais oublié. Voilà, J'avais oublié d'enlever le bouton. de l'enlever. C'est parfait, merci. OK, donc, merci beaucoup pour ta présentation. J'ai des questions ici par rapport à l'évolution, mais avant que je vais dans ces questions-là, je veux juste plus pour ta présentation. Donc, nous, comme humains, est-ce qu'on est en train de vraiment influencer l'évolution des espèces? Mm-hmm. Oui, donc on a un gros impact sur l'évolution de différents traits chez les espèces. Ça inclut autant, donc ça peut inclure par exemple la morphologie, c'est-à-dire le corps. Donc on sait que par exemple la chasse peut avoir la chasse au trophée, hein, comme quand on chasse pour les bois par exemple, des ongulés. Ça peut avoir un impact et réduire donc la survie et la reproduction des individus qui ont les plus grands bois. Ou par exemple, les éléphants aussi, il y a des suggestions comme quoi il y a des éléphants maintenant qui naissent sans leur défense d'ivoire. On se demande si c'est à ce moment-là une espèce d'adaptation au fait que les éléphants qui avaient les plus grandes défenses étaient plus chassés. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi des exemples sur le comportement, comme par exemple chez les poissons. On sait que les poissons qui sont les plus courageux ou en tout cas ceux qui vont prendre le plus de risques sont souvent ceux qui se prenaient le plus dans les filets. Et il semble que quand il y a une population qui est pêchée beaucoup, ben là, c'est comme si on enlève tous les individus qui ont des prédispositions génétiques à prendre beaucoup de risques. Et donc là, après ça, on se retrouve avec des poissons qui prennent pas beaucoup de risques dans les populations. Donc, on change leurs caractéristiques physiques, puis aussi comportementales, puis aussi on peut avoir des impacts carrément sur amener la dispersion de certaines espèces. Donc, on peut changer la composition des communautés par nos différents, soit l'exploitation de l'habitat, la chasse, la pêche, etc. Mais vraiment, la plus grande menace, là, en général, je pense que la plupart des scientifiques s'entendent pour dire c'est la perte d'habitat qui est un problème là, pour beaucoup d'espèces. Excellent. C'est intéressant parce que d'habitude, quand on pense d'évolution, on pense seulement aux caractéristiques physiques, puis on ne pense pas nécessairement au comportement que les espèces. Oui, c'est vrai. Puis les chercheurs ont commencé à se pencher plus sur l'impact sur le comportement. Je dirais que ça fait peut-être seulement 10-15 ans. Donc, c'est vraiment tout un domaine à explorer là, en recherche. Oui, donc c'est vraiment nouveau. Pour un exemple qui est relativement commun quand on regarde dans les cours, c'est la différence d'évolution entre la marche et Darwin. Donc, on parle donc les longs coups, puis donc est-ce que tu as des points comme là, on regarde qu'on croit que c'est l'idée de Darwin, que c'est les girafes qui avaient déjà des longs coups, que les autres qui ont continué. Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais nous... Oui, ben comme par exemple, si on revient à mon étude sur les mésanges, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, des mésanges qui vivent en ville pourraient, donc en ce moment, on ne sait pas si génétiquement les mésanges qui vivent en ville puis en campagne sont différentes. Donc, ce serait possible que les différences qu'on observe soient complètement dues à des changements comportementaux. Donc, si mes mésanges en ville, par exemple, se rendent compte, ben quand j'explore, je trouve de la bouffe. Puis comme ça, c'était bien d'avoir exploré parce que j'ai réussi à trouver de la bouffe, donc ça va les encourager à explorer plus. Mais ça, si c'est les seules différences qui existent entre les mésanges urbaines et les mésanges rurales, ce ne sera pas conservé puis passé à la génération d'après. C'est pour ça que je dis que c'est important à ce moment-là de mesurer est-ce que le comportement d'exploration est héritable, parce qu'il faut que le comportement d'exploration soit héritable pour que ça mène à des changements dans la population. Donc, le fait que des mésanges en ville auraient appris à explorer et ça leur permet de mieux survivre, bien, ça va pas être passé à la génération d'après. Par contre, si leur capacité à apprendre était plus grande, et c'est pour ça qu'ils sont devenus exploratrices, et si ça, c'est génétique et c'est héritable, là, on pourrait y avoir une sélection sur la capacité des individus, dans le fond, à se rendre compte qu'explorer, c'est bon. Donc, leur capacité à apprendre de leurs expériences. Et donc, ça amène des scénarios intéressants à savoir est-ce que c'est la vitesse d'exploration ou la capacité d'ajuster cette exploration-là qui est héritable
et ça va nous permettre de savoir lequel des traits peut évoluer potentiellement. Mais si le fait d'explorer, c'est complètement les variations dans l'exploration sont complètement dues à l'apprentissage et puis que ça, c'est pas héritable, ben là, ça, on n'est pas, c'est plutôt comme Darwin, là, et non pas comme Lamarck, ça serait pas passé aux générations d'après. Merci. J'ai quelques questions ici. J'ai une question d'Ashanti qui demande pourquoi est-ce que les humains ont recommencé à marcher sur 2 pieds? Mm-hmm. Ça fait longtemps que j'étudie pas beaucoup l'évolution des êtres humains, puis je vais vous dire brièvement pourquoi. C'est parce que c'est difficile, hein, parce que ça s'est passé il y a vraiment longtemps. Donc, c'est beaucoup basé, donc c'est l'étude de l'évolution, surtout sur les fossiles, donc ce qu'on appelle la macroévolution. Moi, je suis surtout une spécialiste de la microévolution, c'est-à-dire l'évolution qui se passe maintenant. Et c'est beaucoup plus facile à étudier chez les animaux parce que il y a moins l'impact là, de la culture et tout ça. Les êtres humains ont réussi à s'échapper un petit peu là, de la sélection naturelle par différents moyens. Mais si je me rappelle bien, le fait d'être bipède, c'était utile pour les êtres humains pour libérer les mains, entre autres, hein, comme des outils très importants. Donc, les mains nous permettaient de mieux interagir avec notre environnement et ça pourrait avoir été un des facteurs là, pour le fait que les êtres humains marchent sur 2 pieds. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les oiseaux aussi sont sur 2 pieds. Donc, des fois, les gens me demandent pourquoi tu étudies les oiseaux. Puis je dis, ben, dans le fond, ils nous ressemblent beaucoup sur certains aspects. Hein, ils sont debout, ils utilisent beaucoup leurs yeux, leurs oreilles, mais ils n'ont pas de main. Donc, ça, c'est une différence importante de ce côté-là. Okay. Merci. Puis une autre question, genre humain, c'est d'Arika qui demande, que penses-tu des gens qui ignorent les faits puis mélangent la religion avec les théories d'évolution? Mm-hmm. Ben, mon opinion à ce sujet-là, c'est que les gens, évidemment, ont droit à leurs croyances, puis il faut respecter les opinions des gens en termes de religion, etc. C'est chacun décide, dans le fond, sa tradition, mais au niveau de la science, on peut regarder les faits objectifs, puis on sait qu'il y a beaucoup d'évidences de des évidences convergentes qu'on appelle, c'est-à-dire il y a des évidences qui viennent des fossiles, il y a des évidences qui viennent des choses qu'on observe maintenant, hein, donc je disais la macro-évolution sur des longs temps évolutifs, puis aussi la micro-évolution qui se passe en ce moment, qu'on peut quantifier. Donc, il y a vraiment beaucoup d'évidences pour les changements qui arrivent par l'évolution. Donc, je pense que c'est possible d'avoir les deux. Donc, à ce moment-là, d'avoir ses propres croyances, puis aussi être au fait des découvertes que la biologie fait au point de vue de l'évolution. Merci beaucoup. Donc, en fait, encore macro peut-être, qu'est-ce que les fossiles des anciens peuvent nous dire à propos de l'évolution des espèces? Mm-hmm. Ben, plein de choses, hein. Donc, on a appris vraiment beaucoup avec les fossiles. On peut voir, donc, quand les fossiles ont été bien conservés, ce qu'on voit quand on est chanceux, là, c'est qu'on peut voir carrément les transitions. Donc, ce qui est difficile des fois, c'est d'imaginer, bon, comment est-ce qu'un œil aussi complexe que l'œil d'un être humain peut avoir évolué à partir d'une cellule photosensible qui était très simple. Et là, ben, c'est toute la variation graduelle entre les deux adaptations qui est difficile parfois de s'imaginer comment ça a pu faire ça. Et donc, dans certains cas, et c'est là où les fossiles sont intéressants, puis c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse beaucoup plus à la morphologie pour les fossiles, parce qu'on sait très peu de choses sur le comportement. À partir des fossiles, on doit inférer ou déduire le comportement à partir des évidences qu'on a au point de vue morphologique, mais il y a des super belles séries de fossiles où on voit les adaptations graduelles. Je pense par exemple à l'évolution des oiseaux à partir des dinosaures. On voit beaucoup d'étapes intermédiaires. C'était difficile de trouver des fossiles d'oiseaux parce que les os sont petits, sont fragiles, mais on pense par exemple à Archaeopteryx. Donc, on a certaines espèces là où on voit qu'il y avait vraiment il y avait, par exemple, des grandes plumes qui ont été conservées dans certains fossiles. Donc, on voit le début de la miniaturisation des os, l'apparition des ailes. Donc, il y avait des oiseaux avec
il restait encore des doigts au bout des ailes. Ça, c'est disparu après. Donc, on voit vraiment la transformation graduelle des espèces et des traits au fil du temps évolutif. Donc, ça nous permet de visualiser l'histoire évolutive des espèces. Merci. Comme tu dis, tu étudies plutôt la microévolution. Est-ce que tu te bases aussi sur les arbres phylogénétiques pour faire tes recherches des différentes espèces? Oui, dans mon doctorat, j'ai fait une étude avec des arbres phylogénétiques sur les oiseaux. On s'intéressait à savoir si les oiseaux qui volent de la bouffe à d'autres oiseaux, donc ça s'appelle le kleptoparasitisme, le vol de nourriture. Et c'est un comportement qui est assez répandu chez les oiseaux, entre autres chez les oiseaux marins, mais il y a aussi des rapaces, donc il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui le font. Et on se demandait, est-ce que ce comportement-là, à ce moment-là, a évolué? C'est quoi les pressions évolutives qui ont mené à l'apparition de ce comportement-là? Donc, c'est un exemple, on peut utiliser les arbres phylogénétiques pour étudier l'évolution du comportement. Et entre autres, donc sur notre arbre phylogénétique, on a placé les espèces d'oiseaux pour lesquelles on savait qui avaient évolué le comportement ou pas. Et on a aussi regardé donc le lien entre ce comportement-là et la taille de cerveau des oiseaux et aussi l'habitat dans lequel elles étaient. Et il semble que les kleptoparasites, donc les espèces qui utilisent le vol de nourriture là, assez fréquemment dans leur alimentation, ils ont évolué dans des habitats ouverts. Donc, on pense que ça leur permettrait à ce moment-là de repérer les proies. Donc, il y a beaucoup d'oiseaux marins en mer, comme ça, qui peuvent détecter qu'il y a un autre oiseau qui a attrapé une proie. Puis là, au lieu de chasser eux-mêmes, ils vont chasser l'oiseau qui a attrapé la proie. Et souvent, quand ils ont une plus grande taille de corps, ça va leur permettre de faire peur, dans le fond, à l'autre oiseau. Mais aussi quand ils ont une plus grande taille de cerveau. Donc, ça suggérait que peut-être que le fait d'être un kleptoparasite, oui, c'était aussi, bon, si je suis plus gros que l'autre oiseau, je vais réussir à lui faire peur pour qu'il lâche le poisson, par exemple, mais qu'il y avait peut-être aussi une certaine forme d'intelligence qui était impliquée là-dedans, par exemple, pour prédire le comportement d'évasion de l'oiseau à qui on veut voler un autre proie. Donc, c'est beaucoup du vol entre oiseaux, mais il y a aussi envers d'autres espèces. Donc ça, c'était un peu une surprise de trouver un impact comme ça de la taille du cerveau dans le kleptoparasitisme, et c'est l'utilisation d'un arbre phylogénétique qui nous a permis donc de retracer l'évolution du comportement de vol comme ça à travers les 10 000 espèces d'oiseaux. Oh, merci. Excellent. On a une question encore de Danica qui demande pourquoi est-ce que l'Alberta est un site si reconnu pour les fouilles? Je crois que ça doit être pour les... Je suis pas sûre. Je pense que c'est à cause de la composition du sol là-bas. Donc, que si la composition des roches anciennes était favorable à la préservation des fossiles, c'est-à-dire que les fossiles étaient bien, ils brisaient pas, ils restaient entiers. Donc, à ce moment-là, ça fait que c'est plus probable qu'on va trouver quelque chose si on cherche. Merci. Puis, est-ce qu'il y a plusieurs branches dans le domaine de paléontologie? Oui, bien même en évolution, hein, c'est un domaine extrêmement large. Donc, on peut, par exemple, devenir anthropologue, devenir archéologue et étudier à ce moment-là, par exemple, la primatologie, parfois pour étudier un peu l'évolution du comportement humain. Souvent, on nous compare à nos espèces les plus génétiquement rapprochées. Donc, il y a tout un domaine là, en archéologie, en paléontologie. Puis, il y a aussi les biologistes qui vont, à ce moment-là, il y a des biologistes qui sont aussi paléontologues. Donc, il y a quand même, là, je dirais que la division des disciplines est pas si claire que ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble aussi parce que il faut des connaissances en chimie, il faut des connaissances en géologie pour retrouver les fossiles, les étudier. Ça prend des gens aussi qui connaissent bien l'anatomie. Donc, si on veut étudier l'évolution de la morphologie, il faut très bien comprendre comment les os fonctionnent, comment les os supportent le mouvement, etc., pour pouvoir essayer de comprendre c'était quoi les comportements de ces animaux-là. Donc, ça prend là, aussi la génétique. Donc, il y a de plus en plus de paléontogénétique, je crois, qui est un des termes. À ce moment-là, on peut essayer à partir de micro-bouts d'ADN qu'on réussit à reconstruire,
on peut à ce moment-là essayer d'amener la génétique dans l'étude des fossiles puis la compréhension du changement, là, comment les espèces ont évolué au fil du temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de disciplines différentes qui s'intéressent à l'évolution. Et puis là, c'est aux gens de voir, dans le fond, ben moi, par exemple, s'il y en a qui sont plus intéressés par la génétique puis qui veulent étudier l'évolution ancienne, c'est possible. Si tu es plus intéressé par le comportement des primates, ben là, tu vas plutôt du côté de l'anthropologie. Moi, je m'intéresse surtout au comportement des animaux qu'on voit maintenant, puis leur adaptation actuelle. Donc, c'est pour ça que je suis allée plutôt du côté de la biologie et du comportement animal, donc l'écologie comportementale. Il doit y avoir, ça l'ouvre beaucoup de portes pour des carrières dans plein de différentes espèces. Quand tu regardes tous les domaines qui sont attachés à l'évolution. Oui, c'est très, très large. Oui, il y en a pour tous les goûts. Oui, merci. Donc, j'ai une dernière question, en fait, en carrière encore. Donc, est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de carrières ouvertes, puis ce serait quoi l'étude que l'élève devrait faire pour poursuivre une carrière en évolution? Ben oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouveaux domaines qui se développent. Évidemment, on entend beaucoup parler de la génétique avec toutes les nouvelles techniques. Là, c'est vraiment fou la vitesse à laquelle ça change. Donc, les gens qui sont intéressés par les nouvelles technologies, il y a aussi comme moi, dans mon domaine en comportement animal, on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle, de robotique. Il y a même des gens qui sont des gens comme moi, qui sont plutôt des biologistes, qui utilisent aussi des nouvelles technologies, comme par exemple des robots, pour étudier l'impact si on veut étudier par exemple le comportement social. Ben là, il existe des robots poissons, robots lézards, je crois, pour pouvoir essayer de contrôler le comportement puis voir la réaction des autres individus autour. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une explosion là, de différents domaines. Puis lequel est mieux, ben ça dépend toujours de nos goûts. Pour moi, en tout cas, ce qui a vraiment été utile, c'est d'essayer des choses. Donc, de parler à des gens. J'ai appelé des gens pour leur parler. C'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est correct? Peux-tu me parler pendant quelques minutes de ton travail? Qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Comment tu t'es rendu là? Et puis, j'ai fait des stages aussi quand j'étais à l'université très tôt, dès la première année, pour essayer d'être dans des laboratoires puis de voir, OK, si j'ai aimé ça, j'aimerais mieux faire telle chose, etc. Donc, je pense que c'est en essayant puis en posant des questions, en s'intéressant aussi. Il y a tellement de bonnes vulgarisations aussi sur Internet. Donc, en utilisant des sources de vulgarisation fiables, on peut s'intéresser aussi. Puis, on voit à ce moment-là les choses qui nous passionnent le plus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture dans plein de domaines. Donc, c'est de trouver dans quoi on est bon ou ce qui nous intéresse puis de s'en aller vers ça. Excellent. Donc, je veux vraiment vous remercier, Dr. Julie, parce que c'est une excellente présentation, puis de prendre ton temps pour nous parler de tes recherches puis ton domaine. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bye.